13h05 sur Sud Radio, nous recevons tout de suite Guillaume Pitron. Il est journaliste et spécialiste de la géopolitique des matières premières et il vient pour parler de ce livre, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors je dois dire que je suis très content de recevoir Guillaume Pitron. On l'avait reçu déjà à cette émission pour son livre La guerre des métaux rares. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour André Berkoff. Alors écoutez, d'abord je vais vous dire, et je le dis pas tous les jours ça, votre livre est passionnant. Le premier aussi, parce que vous parliez, je rappelle que les métaux rares, les lithium, cobalt, silicium, vous savez, si on a ça aujourd'hui, eh ben on n'aurait jamais eu ça, et beaucoup d'autres choses encore, ordinateurs et tout ça, sans les métaux rares. Et vous avez écrit un livre passionnant, je me rappelle, quand les chantres de la modernité ne voulaient surtout pas entendre les Cancer Cities de Chine, où des enfants de 10 ans allaient ramasser le cobalt et à quel prix du point de vue de la santé. Et là, vous parlez de l'enfer numérique. D'ailleurs, on va en reparler, on fera revenir là-dessus parce que il y a de quoi faire plusieurs émissions avec ce livre. Le voyage au bout d'un like. Eh oui. Quand, par exemple, l'auditeur de Sud Radio, vous voulez aller sur Facebook, chercher quelque chose, ou vous rencontrez quelqu'un qui vous a vraiment plu, vous lui faites un like sur un message ou sur un tweet, etc. Mais si vous faites le petit clic, cette déclaration des doigts de l'homme, ça va très loin. Et vous racontez ça, Guillaume Pitron, dans l'enfer numérique, en disant attention, fabuleux, tout ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, les métamorphoses, la dématérialisation, mais cette dématérialisation, tout se passe dans le meilleur des mondes et pour le mieux, mais vous racontez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que derrière le paradis, effectivement, numérique, il y a beaucoup d'empreintes, ou carbone, ou numérique, ou autres, qui jouent. Racontez-nous. Là, vous l'avez bien résumé, la thèse de ce livre. C'est vrai que la dématérialisation, c'est un nouveau récit qui est très confortable pour le capitalisme, qui est très confortable pour les grandes sociétés du numérique. On pense aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, entre autres. Oui. Ça permet de vendre l'idée qu'on va continuer à s'enrichir, à pouvoir répandre et étendre le capitalisme, et puis tout en ayant un impact très limité sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Donc c'est finalement s'enrichir à moindre frais. C'est gagnant-gagnant, quoi. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Il y a aucun défaut dans ce récit-là. Et comprenez-moi bien, André Berkoff, je ne suis pas anticapitaliste pour un sou, mais simplement, effectivement, en tant que journaliste, je dois quand même m'interroger sur ces solutions qui sont peut-être un peu trop simples. Et donc, en fait, pendant 2 ans, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe quand on envoie un like. Voilà. Si je like votre profil sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Il part de mon téléphone, il arrive jusqu'à votre téléphone, mais entre les deux, il y a quoi? Et en fait, entre les deux, il y a l'infrastructure. Alors c'est quoi l'infrastructure? Racontez-nous, rapidement, on a beaucoup de choses à dire, mais le voyage. En fait, voilà, vous likez mon profil ou etc. Ça va dans des tuyaux, ça va comment? Ça circule comment tout ça? Alors d'abord, ça part de mon ordinateur ou de mon téléphone. Oui. Ça rejoint la box qui émet du Wi-Fi chez moi, par exemple, ou bien ça rejoint l'antenne 4G si je fais ça de mon téléphone. Ensuite, ça va redescendre, le like va redescendre sous les trottoirs. De nos villes, si nous sommes des urbains, il va emprunter des tuyaux qui frayent à 1 mètre de profondeur sous les trottoirs, rejoindre d'autres câbles qui souvent sur le littoral français vont rejoindre les États-Unis, puisque ces likes peuvent être stockés notamment sur des plateformes de réseaux sociaux américaines. Là-bas, on va retrouver ces likes stockés et retransmis via des fermes de données, des centres de données, ce qu'on appelle en américain, en anglais, des data centers, qui stockent un petit peu toutes ces informations qui sont les informations de notre vie connectée. Et puis, in fine, il va parvenir, après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, jusqu'à votre téléphone. Alors ça va aller très vite, ça va se passer à 200 000 km/s. C'est la vitesse. C'est ça, j'allais vous demander, c'est 200 000 km/s. C'est fabuleux. C'est la vitesse de l'information dans un fibre optique. 300 000 secondes quand ça passe à travers les ondes aériennes, mais lorsque c'est dans les fibres optiques, c'est 200 000 km/s. Donc vous allez recevoir la notification quasiment instantanément. Et pour autant, en fait, il a fallu construire toute cette infrastructure qui est faite de câbles sous-marins, de data centers. Demain, peut-être que ça passera même par les satellites, notamment les constellations de satellites d'Elon Musk. Mais tout ça pour dire que pour une vie censément dématérialisée, en réalité, il y a une infrastructure qui est en passe de devenir
ce qui va devenir la plus vaste infrastructure jamais créée par l'homme, avec des enjeux matériels énormes. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que ça, on l'oublie. On voit pas que, on se dit, oui, ça y est, allez, je clique, allez, je vous vois, etc. Je vous appelle, tout va bien. Mais alors, vous dites, alors, justement, Guillaume Pitron, vous dites dans votre livre, cette matérialisation, ces câbles, ces infrastructures, même le cloud, etc., ça a un coût. Je veux dire, ça a un coût du point de vue de la transition énergétique, ça a un coût du point de vue de la pollution, ça a un coût au niveau du CO2 et autres. Quel coût exactement ? D'abord, il faut savoir que personne ne connaît le coût écologique d'un like. Et c'est même très difficile de savoir le coût écologique d'un email, c'est-à-dire combien ça nécessite de matière, combien ça on le sait pas, ça. CO2. En fait, les opinions sont très divergentes. Alors un email, on dit 0,5 grammes pour un spam. De quoi? De CO2? De CO2, oui. 20 grammes pour un email avec une pièce jointe. Mais enfin, il faut savoir qu'un kilomètre en voiture, aujourd'hui, ça émet à peu près 120 grammes de CO2 en Europe. Donc, un email, c'est 1/6 de kilomètre. C'est quand même assez colossal quand on pense que un email, c'est soi-disant dématérialisé. Mais finalement, on a du mal à savoir, souvent, pour ces toutes petites actions, qu'est-ce que ça représente également, faute de s'être penché dessus, d'avoir fait le calcul. Voilà. Après, ce que l'on sait, en revanche, globalement, on a fait des études plus globales, plus macro. Là, on sait que le numérique, alors d'abord, c'est 10% de la consommation électrique mondiale. On pourrait y revenir, mais... Voilà, pourquoi notamment parce que... Oui, je vous écoute. Oui, pardon. Guillaume Pitron, juste pour rappeler, aujourd'hui, combien de personnes, peut dire, se sert du numérique, aujourd'hui, dans le monde ? 4,6 milliards. 4,6 milliards. Et en 2030, tout le monde. Et les envois mail et les compagnies, c'est des dizaines de milliards, quoi. Enfin, c'est... si on commence à multiplier le nombre de mails par seconde par le nombre de personnes qui envoient des emails, je sais plus, j'ai ce chiffre dans le livre, mais c'est-à-dire qu'on perd des chiffres qui sont complètement fous, et multiplier ça par le nombre d'interactions digitales de chacun, parce que un email, c'est aussi un like sur Facebook, mais c'est aussi un retweet, et puis c'est aussi un swipe sur Tinder. Donc tout ça, ce sont nos interactions numériques qui empruntent tous ces fameux réseaux dont je vous parle. Donc 10% de l'électricité mondiale. Alors ça veut dire pourquoi? Parce qu'il faut de l'électricité pour produire des métaux qui eux-mêmes vont permettre de fabriquer des téléphones portables. Et puis après, vous avez également l'électricité qui est nécessaire pour les data centers, parce que ces fameux centres de données, ils stockent nos likes, mais pour les stocker nos likes, il faut forcément des serveurs qui chauffent. Or, la chaleur, il faut refroidir ces data centers en les refroidissant artificiellement, donc avec des systèmes de climatisation qui sont très énergivores. Donc pour ça, il faut de l'électricité. Et puis d'où vient l'électricité? Elle vient d'une centrale nucléaire peut-être, ou elle vient d'une centrale à charbon, comme c'est le cas en Chine, ou centrale à gaz. Donc tout ça, ça émet du CO2. Et donc un autre chiffre qui est tout à fait saisissant, c'est que l'ensemble de nos interactions numériques aujourd'hui, c'est un peu moins de 4% de la pollution des émissions de CO2 mondiales, 3,7%. C'est probablement voué à être multiplié par 2 d'ici 2025, compte tenu du Covid-19. Qui nous a certainement rendu la vie plus facile socialement en ces temps, mais du coup dans ces temps compliqués, mais du coup nous avons passé beaucoup plus de temps sur Internet et sur Zoom. Et puis également, c'est plus d'interactions numériques au quotidien pour des nouveaux services. Donc tout ça fait que cette empreinte est en train d'exploser. Alors justement, on va en parler, c'est passionnant. On va en parler après ceci. Guillaume Pitron, on se retrouve tout de suite. Merci Guillaume. Je rappelle que vous restez jusqu'à 14h avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like. Et vous voulez discuter avec notre invité 0826 300 300. Vous pourrez même dès 13h30 revenir sur les sujets du jour. On a eu Martine Bonner par exemple. On a parlé aussi des propos de Teddy Riner. Tout ça, vous en parlez évidemment sur Radio en direct. À tout de suite. Et comme tous les enfers, l'enfer numérique est pavé de bonnes intentions. On en parle avec Guillaume Pitron qui a écrit ce livre passionnant, L'enfer numérique, aux éditions Les Liens qui libèrent. Et c'est vrai que je rappelle les chiffres, vous en avez donné quelques-uns et dans votre livre, je rappelle en ce moment, et vous en parlez Guillaume Pitron, savez-vous, auditeur de Sud Radio, combien de tablettes, de téléphones et d'ordinateurs sont en fonction actuellement dans le monde? 34 milliards. 34 milliards de tablettes, de téléphones et de smartphones et d'ordinateurs et on l'a dit, 4,6 milliards d'utilisateurs. Et bien alors justement, tout cela, ça donne quoi? C'est-à-dire que, au fond, ce que vous dites, voilà, d'un côté, merveilleux, et c'est vrai que vive la technologie, vive ce qu'on arrive, et vous parlez de l'exemple de l'Estonie dans votre livre, vous donnez beaucoup d'exemples, vous avez fait une enquête de 2 ans et vous avez tourné à travers le monde, mais au fond, comment maîtriser la maîtrise? C'est-à-dire, on se dit, voilà, on fait ça, et d'un autre côté,
ces matériaux, ces matières premières, parce qu'il en faut des matières premières, ben elles sont prises dans la terre. Et là, la Terre, on parle beaucoup de la déforestation. Greta Thunberg et ses émules sonnent le tocsin depuis déjà 10 ans. Mais ce tocsin-là, on n'en parle pas du tout, sauf vous, enfin, sauf récemment, Guillaume Pitron. Je pense, André Berkoff, que nous avons du mal à comprendre la matérialité de tout ça. Nous sommes embrumés par le nuage du cloud, le nuage. Ce fameux nuage dans lequel on stocke nos données. Et c'est un mot qui est très trompeur, en fait, qui nous fait penser que, en réalité, il n'y a pas de matérialité au stockage de nos clics, au stockage de toutes ces actions numériques. Donc déjà, nous sommes trompés par les mots, par un marketing qui fait croire quelque chose de simple alors que c'est compliqué. Je pense que la génération Greta ne s'en rend pas forcément compte, mais pas davantage elle que qui que ce soit d'ailleurs. Oui. C'est que, en fait, nous sommes, je pense, également trompés par le téléphone portable. Le téléphone mobile, c'est un bel objet. Quand Steve Jobs, qui imagine le premier iPhone, fabrique un iPhone, il pense au temple bouddhiste zen. Ouais. Il est extrêmement émerveillé par la beauté esthétique des temples bouddhistes zen japonais, extrêmement épuré. Il veut des téléphones qui soient à l'image de cette perfection esthétique. Et du coup, on se retrouve dans les mains avec un objet qui est magnifique. Et on est trompé par ce bel objet parce que comment est-ce que ce qui est beau pourrait être sale? Et comment est-ce qu'un objet qui est simple à utiliser, relativement intuitif, peut par ailleurs nous faire comprendre que derrière cet objet, il y a une machine d'une immense complexité. Donc je crois vraiment que nous sommes sensoriellement complètement embrouillés par ce bel objet qui est le téléphone portable et qui nous empêche de comprendre ces impacts écologiques-là. Et justement, et ce téléphone portable, maintenant, le téléphone est peut-être son avant-dernière fonction. On peut tout faire avec ce smartphone, tout. Et effectivement, on se pose des questions. Alors, cette matérialité-là, comment vous la caractérisez? C'est-à-dire, aujourd'hui, on l'a vu, je parle d'un événement d'actualité, et que vous avez suivi comme moi, c'est que vous avez vu que les talibans qui ont repris le pouvoir en Afghanistan, la première personne qu'ils ont reçue ou qu'ils sont allés voir, c'est les Chinois. Les Chinois sont en train de négocier avec l'Afghanistan. Pourquoi? On a constaté que l'Afghanistan fait partie de ces nombreux pays. Vous en avez parlé votre premier livre, qui a beaucoup de terres rares. Et donc, c'est très convoité, tout ça. Alors, le lithium en Afghanistan, il y en a énormément. Il y a quelques années, les Américains ont même surnommé l'Afghanistan l'Arabie saoudite du lithium. Ouais. Alors, on en trouve partout du lithium, mais il se trouve que l'Afghanistan a des ressources importantes. Et puis, l'Afghanistan a également des terres rares. Les terres rares et le lithium, c'est nécessaire pour nos téléphones portables. Les terres rares, elles font vibrer votre téléphone portable, comme vous êtes en train de m'interroger, Audrey Berkoff, vous avez mis votre téléphone sur vibreur. Eh bien, si ça vibre, pensez que c'est parce qu'il y a des terres rares à l'intérieur. Et puis, le lithium, c'est un composant essentiel de la batterie du téléphone portable. Et donc, effectivement, on a cette matière première en Afghanistan. Les Américains sortent d'Afghanistan et tout d'un coup, les Chinois se disent, dans l'espace laissé par les Américains, pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas faire des affaires avec les Afghans, notamment en exploitant du cuivre, parce qu'ils ont été toujours très intéressés, les Chinois, depuis une dizaine d'années, par le cuivre d'Afghanistan, mais d'autres matières premières. Ils ont une frontière commune avec les Afghans, avec les Chinois. Ça serait plus facile d'organiser un commerce. On ne sait pas si ce sera faisable. C'est très difficile d'aller extraire des minerais. Il faut que le pays soit stable. Il faut que politiquement ce soit stable. Il faut que ce soit pas corrompu. Il faut qu'il y ait des infrastructures énergétiques, des routes pour transporter le minerai. Mais enfin, potentiellement, peut-être que nos vies numériques passeront aussi par l'Afghanistan. Alors, pour revenir à l'empreinte numérique, comme on parle d'empreinte carbone, au fond, ce prix que nous payons pour quelque chose de formidable, effectivement, qui change nos vies, quoi, qui est tout l'Internet, la démarrité, les smartphones, etc., etc. Au fond, comment décider et quid du prix à payer? Est-ce que on paiera tous un prix? Mais pour vous, vous dites à la fin, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre phrase de fin, quand vous parlez de l'avenir, les routes de l'avenir, et vous dites ceci, Guillaume Pitron, vous rappelez la puissante injonction du Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous désirez voir en ce monde. C'est-à-dire que pour vous, quand même, intelligence artificielle ou pas intelligence artificielle, c'est à l'homme de décider, c'est quand même à nous de faire le choix. Je pense que cet outil nous rend extraordinairement puissants. Et aujourd'hui, nous commandons du bout de nos doigts, avec cet ordinateur portable, ce téléphone portable, ce qui aurait constitué ou était l'équivalent d'armées d'esclaves il y a quelques centaines d'années. Et nous avons tendance à penser que cette technologie va
nous sauver. Tel un messie, elle va venir parmi les hommes pour régler tous les problèmes qui puissent exister, y compris régler le problème du changement climatique, puisque certains technoprophètes disent qu'il faudra une IA, une intelligence artificielle forte, pour pouvoir régler le problème du changement climatique à la place des hommes. Et je pense en réalité que cette technologie, elle n'est jamais faite qu'à l'image de nous-mêmes. Elle est faite à l'image de son créateur et elle nous rend plus puissants pour faire des bonnes choses et plus puissants pour faire des moins bonnes choses. Et finalement, elle nous ramène à ce que nous sommes réellement. Et elle n'est que ce que nous voudrons faire d'elle, elle n'est que ce que nous serons nous-mêmes. Ouais. Donc je crois à cette injonction de Gandhi, soyez le changement, incarnez ce changement que vous voulez voir en ce monde. Le changement, il ne vient pas d'un extérieur, d'un nuage qui a l'air de flotter au-dessus de nos têtes, il vient d'abord de l'utilisation que nous ferons même de cette technologie. Mais alors aujourd'hui, juste pour mesurer la chose, au-delà du CO2, quelle pollution engendre cet extraordinaire enchevêtrement de cloud, de tubes, de tuyaux, etc., etc., etc. Vous dites qu'on ne peut pas mesurer au niveau d'un email, certes, mais est-ce qu'on peut mesurer au niveau de ce que ces 34 milliards de tablettes, de ces 4,6 milliards d'utilisateurs sur la Terre, est-ce qu'au fond, c'est plus grave, je parle pollution, on ne remet pas en question la chose, et est-ce que c'est plus grave ou moins grave que le CO2, que la déforestation, que ceci, que cela, que la perte d'un certain nombre de faune et de flore, ou pas ? Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'ai dit, presque 4% des émissions de CO2 de la planète, c'est quand même près de 2 fois supérieur aux émissions de CO2 de l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Oui, ce qui est quand même pas rien. Oui. Quand on parle de la honte de voler, est-ce qu'il va y avoir la honte de tweeter ? Je ne dis pas qu'il faut avoir honte de tweeter, mais simplement, voilà, cet ordre de grandeur permet aussi de mesurer l'impact de la pollution numérique par rapport à d'autres pollutions que l'on connaît. Après, elle n'est pas la seule pollution, bien évidemment, elle s'ajoute à d'autres pollutions. Vous avez mentionné des postes de pollution. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique, ça nous amène à plus consommer. C'est-à-dire que grâce au numérique, nous avons des nouveaux modes de consommation. On peut dire, c'est mieux d'être sur Facebook ou sur, Zoom par exemple, pour une réunion, plutôt que de faire l'aller-retour à New York. Là, évidemment, le gain écologique, il est énorme. Mais simplement, avoir Uber, avoir Deliveroo, avoir Amazon, ça nous donne envie d'aller commander un livre, d'aller commander un plat, et de se faire livrer ce plat par quelqu'un qui viendra peut-être en vélo ou en scooter. Oui, donc en fait, il y a des nouveaux modes de consommation qui sont générés et qui font que peut-être que le mail et Internet, ça a fait disparaître la carte postale, en partie, mais n'empêche que j'ai jamais vu autant de livreurs dans les rues de nos villes aujourd'hui parce qu'ils livrent tout. Et donc vous voyez que d'un côté, on consomme moins, on peut consommer moins, donc il y a un gain écologique au numérique absolument certain, mais d'un autre côté, ce numérique nous fait, outre ses effets directs sur l'environnement, a aussi des effets indirects avec ces nouveaux modes de consommation. Et créer un certain nombre d'emplois et de services. Vous parlez de Uber, vous parlez de Deliveroo, c'est vrai que ça n'existait pas avant, et maintenant, effectivement, l'extraordinaire multiplication des commandes en un clic permet que des dizaines et des centaines et des milliers de gens travaillent un peu partout. Guillaume Pitron, on se retrouve avec des auditeurs de Sud Radio tout de suite. Vous restez jusqu'avec nous à 14h si vous voulez interpeller notre invité, 0826 300, à tout de suite. 13h30 sur Sud Radio, Guillaume Pitron est toujours notre invité jusqu'à 14h. Il est l'auteur de ce livre L'Enfer numérique, voyage au bout d'un lac. Et on file au standard tout de suite. Renaud qui nous appelle de Clichy. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. Bonjour Renaud. Bonjour à tous, bonjour André, bonjour à toute l'équipe. Merci de m'accueillir. Oui, moi j'ai juste une réaction sur le livre de Guillaume Pitron. Moi j'en ai un petit peu marre de tous ces livres qui profitent de tout ce qui se passe autour du climat, etc. Et moi je trouve que la position de Guillaume Pitron, il a commencé à l'exprimer un petit peu, mais c'est absolument pas le cas dans son livre. Il ne parle pas du tout des économies réalisées grâce à Internet. Et également, rappelons que ce n'est pas uniquement Internet, mais c'est également tout le matériel qui va avec, les mobiles, les télés, les ordinateurs, etc. Donc les économies qu'on fait, par exemple, il a commencé à le dire, mais les réunions qu'on fait par Zoom
qui évitent de prendre l'avion. Là, ça fait d'énormes économies en termes de CO2. Le fait que les gens travaillent de chez eux, en partie, ça fait des économies également en termes de bâtiments qui ne sont plus construits, etc. Donc tout ça n'est pas mesuré par Monsieur Pitron. Donc moi je dis que c'est un peu quand même manichéiste. Et puis toujours le même sempiternel refrain de la consommation, on consomme toujours plus, etc. Moi je trouve que commander par Internet, il vaut mieux qu'un livreur livre plein de gens partout. Ça fait moins de pollution que quelqu'un que si chaque personne prend sa voiture et puis se déplace. Donc tout ça, je trouve que c'est un petit peu manichéiste et puis toujours le même truc. Là, on profite de la manne, on raconte tous les mêmes trucs sur le climat, etc. Pour se faire de l'argent. Donc moi, je voulais rajouter une dernière chose. Monsieur Pitron, lui, a fait une partie de ses études aux États-Unis. C'est un grand pollueur. Il a fait des reportages dans plus de 40 pays du monde. Et ben, excusez-moi, mais ça pollue beaucoup. Si tout le monde vit comme lui, et ben ça pollue beaucoup plus que les gens qui. Non mais Renaud, Guillaume va vous répondre, mais honnêtement, c'est un peu facile ça. Vous savez, quand il faut faire des enquêtes, il faut aller partout. Là, c'est le journaliste qui vous parle. Et moi, si vous avez comment dire, alors faites plus d'enquêtes parce que vous polluez, c'est un peu facile aussi, là, Renaud. Et puis alors, se faire beaucoup d'argent, ça, Guillaume Pitron répondra. Mais je voudrais qu'il vous réponde sur le fond, c'est intéressant. Guillaume. Alors, sur le fond, effectivement, d'abord, je pense qu'on a évoqué ces questions des gains écologiques qui sont permis par le numérique. Et je vous invite à lire le livre, en réalité. Je ne pense pas que vous l'ayez lu encore, cher auditeur, parce que précisément dans le livre, j'évoque dès le début du livre un certain nombre de gains écologiques qui sont permis par le numérique. Le numérique, ça peut permettre effectivement d'optimiser nos modes de déplacement, ça peut permettre de trouver des nouveaux matériaux qui permettent de rendre nos téléphones portables beaucoup plus efficients et moins consommateurs de ressources et d'énergie. Par ailleurs, en fait, je vais être très sincère et j'essaye d'être sincère dans le livre. Il y a un solde entre ce que le numérique nous rapporte et ce que le numérique nous coûte. Et ce solde-là, on ne le connaît pas. Alors, il y a des gens qui disent que le numérique rapporte davantage pour la préservation de l'environnement qu'il ne coûte. Et d'autres disent l'inverse. Et moi, je dis, en citant un spécialiste des centres de données, Mark Acton, je dis, en fait, on ne sait pas. Personne n'a cette réponse-là. Mais je constate simplement qu'on va vers la 5G, etc. Et donc, on va accélérer nos usages numériques. Mais je tiens vraiment à vous dire, j'ai l'honnêteté de vous dire qu'en réalité, on n'a pas la connaissance de ce solde-là. Sur la question de l'argent, je vais bien vous répondre. J'ai été dans banque pendant des années, avant de quitter la banque en 2007 et de devenir journaliste. Et j'ai accepté que ma vie soit beaucoup plus difficile, au point de vue du statut, de l'argent que je gagne, que si j'étais resté dans la banque. Donc ça, je reçois assez mal et j'accepte assez mal en fait cette remarque-là. Permettez-moi d'avoir des convictions. Et puis oui, effectivement, je voyage, j'admets, je ne suis pas parfait. J'ai besoin de voyager, d'aller sur le terrain pour faire des enquêtes. J'ai voyagé dans 10 pays pour ce livre. Je suis allé au fin fond des mines de charbon des Appalaches parce que le charbon, c'est nécessaire pour faire l'électricité qui permet de faire tourner les centres de données américains. Je suis allé au nord du cercle arctique parce que nos comptes Facebook sont dans le nord du cercle arctique. Et oui, j'ai pris un avion, j'ai aussi pris un train pour y aller. Mais fallait-il ne pas faire ce livre? Voilà, moi j'ai choisi mon camp. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus en fait. Mais ce qui est un peu le comble, c'est que vous critiquez à côté le numérique. Alors que le numérique pollue beaucoup moins que tout ce que vous avez fait à côté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je ne pense pas être responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre tout seul. Non. Merci en tout cas, Renaud. Merci de nous avoir appelé. Je rappelle que vous vous appeliez de Clichy. On prend maintenant Louis qui nous appelle de la Colle-sur-Loup. Louis, vous voulez revenir sur le sujet de la vaccination des soignants, c'est bien ça? Oui, bonjour. Oui. Merci. Bonjour Louis. Bonjour André, bonjour à votre invité et à vos équipes. Oui, bonjour André, je voulais vous apporter un témoignage. Oui. Je suis un père, c'est la boule au ventre en fait que je prends mon téléphone. Juste pour attirer l'attention sur le fait que bien évidemment, malheureusement, les soignants, les pompiers et d'autres corps de métier sont touchés par cette obligation vaccinale honteuse. Mais je voudrais témoigner de l'obligation qui est faite à mon enfant, qui a réussi l'année dernière brillamment après quand même des sacrifices à intégrer la faculté de pharmacie à Marseille. Oui. Et Madame Le Doyen de la pharmacie, de la faculté de pharmacie de Marseille, qui a bien sûr écrit aucune chose, mais au travers de ses propos, de ses présentations PowerPoint et au travers des propos de ses collaborateurs, a donné l'injonction à tous les élèves d'être vaccinés au moins la première dose à demain matin, sans quoi ils seront refusés de la faculté et au bout de 3 absences, radiés de la faculté de pharmacie. Ouais. J'étais heureux que mon fils réussisse le concours de pharmacie au mois de juillet. Et aujourd'hui, moi, fils d'ouvrier, et je croyais en l'ascenseur social. Et aujourd'hui,
Pardon, je suis un peu ému, mais j'ai un fils qui n'a pas envie de se faire injecter, sa mère qui n'a pas envie que son fils de 20 ans qui est en pleine forme soit injecté, moi-même je n'ai pas envie que mon fils soit injecté par cette expérimentation. Je laisse le libre choix à chacun de faire ce qu'il veut, mais je trouve immonde, affreux, criminel, et je tiendrai responsable la doyenne de la faculté de pharmacie, puisqu'en plus je pense que cette obligation est tout à fait illégale, y compris avec le décret qui a été publié à la va-vite hier par le gouvernement, et je la tiendrai civilement et pénalement responsable de toutes les problématiques qui pourraient subvenir suite à ces injections que va supporter mon fils. C'est une honte pour mon fils et tous les enfants dans le même cas de figure. Merci Louis, vraiment merci de votre témoignage, c'est très important, il faut vraiment mesurer tout cela, mesurer ce que ça donne dans les familles, ce que ça donne, vous voyez, en disant écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas rentrer à l'hôpital, vous ne pouvez pas rentrer à la fac, il y a quand même un problème, et encore une fois, rappelons que ce n'est pas entre vaccin ou anti-vaccin, puisque toutes les sommités, y compris le ministre de la Santé, y compris l'OMS, tout ça, dit que le vaccin, c'est bien, et il le recommande, mais n'empêche pas la contamination, n'empêche pas qu'on reçoive le Covid. Donc, il faut quand même gouverner, c'est non seulement prévoir, mais c'est aussi de la bienveillance, et vraiment, là, on n'en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Louis. Juste une chose, surtout à l'encontre d'enfants qui ont 20 ans en pleine forme et pour lesquels le risque est proche du néant, quoi. Oui, c'est ça, en plus. C'est vrai, et là aussi, les 4/5 des médecins l'ont dit à propos des jeunes. Et avec des traitements qui existent, et là, la balance bénéfice-risque, elle ne peut être que en défaveur des enfants, puisque le nombre ne faisant pas loi, on n'a aucune prospective sur ce qu'il en sera dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Il a fallu 10 ans pour le lévothyrox, et aujourd'hui, voilà, on aura un témoignage d'un père inquiet. Écoutez, je comprends et j'enregistre, et je crois que les auditeurs vous ont entendu. Et écoutez, Louis. Merci beaucoup, Louis. Merci de votre témoignage. On change de sujet, on revient à cette leçon de morale donnée par Emmanuel Macron aux athlètes des Jeux Olympiques, et on en parle avec Christian qui nous appelle de Picardie. Bonjour Christian. Oui, bonjour Christian. Christian n'est pas là. Est-ce que... Bon, écoutez, on va reprendre à ce moment-là en attendant avec Guillaume Pitron. Guillaume Pitron, est-ce que par rapport à... vous n'avez pas pu y aller parce que because Covid, on sait, mais est-ce que vraiment... Alors moi j'ai été fasciné par votre chapitre sur l'Estonie. Parce que j'avoue que qui parle de l'Estonie a tort, souvent. Mais c'est vraiment l'État le plus numérisé de la planète aujourd'hui, ou pratiquement ? Oui. Alors d'abord, j'ai pu m'y rendre. Par chance, j'ai réussi à passer entre les gouttes du Covid et à être en Estonie en septembre 2020. Ah, vous y êtes allé, oui. Absolument. Et alors, c'est la nation la plus digitalisée de la planète. C'est-à-dire que c'est une administration étatique qui s'est complètement numérisée, digitalisée. Tout peut se faire en ligne. Alors, naturellement, c'est aussi le cas en France, mais ce qu'il y a, c'est que l'Estonie a un coup d'avance. Et à part vous marier et peut-être effectuer des opérations bancaires vraiment importantes qui nécessitent votre présence physique, tout peut être fait, et l'État prend même un service qui s'appelle e-death, la mort électronique, si je puis dire. Donc, lorsque votre acte de décès est officialisé, eh bien, l'État derrière, et aussi de façon électronique, s'occupe parce que toute la suite soit directement gérée automatiquement. Je ne sais pas si c'est bien ou terrifiant, mais enfin, oui, peut-être, c'est bien. Ils disent que ça fluidifie les relations avec les administrés, ils disent que c'est transparent, que l'État est transparent. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'Estonie appartenait au bloc de l'Est, et qu'au moment de réinventer l'administration estonienne après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, eh bien, cette idée de numérisation était aussi une façon d'apporter de la transparence et de la confiance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on parle de data center et de cap sous-marin dans un pays pareil, on a l'impression que l'infrastructure n'existe pas. Il parle, et encore une fois, des gains de papier, c'est très bien, je suis d'accord, mais il ne parle pas également du fait que pour tout ça, il faut d'autres matières premières, finalement. C'est ça, c'est toujours le rapport qualité-prix et l'équilibre dont vous dites que personne n'a la réponse. Merci Guillaume Brito, vous restez encore avec nous jusqu'à 14h. Et si vous souhaitez poser des questions à notre invité, n'hésitez pas, 0826 300 300 jusqu'à 14h. Vous pouvez aussi réagir sur tous les sujets du jour, et puis aussi des déclarations d'Alexandre Merz et de Martine Bonner qui était tout à l'heure en direct sur Sud Radio. À tout de suite. 13h45 sur Sud Radio. Guillaume Pitron est toujours là jusqu'à 14h et on file au standard. Cette fois, on a récupéré un Christian qui nous appelait de Picardie. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Christian.
Bonjour André, bravo. Il n'y a que vous pour rebondir d'une façon intelligente sur l'actualité et vos invités sont toujours choisis avec pertinence. Merci. Après ces compliments, je vous appelle pour réagir aux propos de Monsieur Macron sur les Jeux Olympiques. J'ai moi-même participé aux Jeux Olympiques en 1972, ce n'est pas hier, en aviron, qui est un sport bien connu, bien médiatique, et je suis outré, je suis scandalisé des propos méprisants que Monsieur Macron, comme à son habitude, tient. C'est honteux, c'est honteux. J'ai eu ce midi les larmes aux yeux, mon épouse pareil. C'est honteux de se permettre de dire des choses telles qu'il dit. Quel est son CV sur un plan sportif pour se permettre de dire des choses comme cela? J'espère que tous les sportifs qui ont participé aux Jeux Olympiques iront voter et voteront d'une façon intelligente. Je suis outré. Quand il dit que les Anglais font mieux que nous, oui, les Anglais font mieux que nous. Et à mon époque, c'était les pays de l'Est qui faisaient mieux que nous. Les Allemands de l'Est, qui étaient chargés comme des centrales nucléaires, faisaient mieux que nous. Mais c'est honteux, de tenir de tels propos. C'est ça, c'est cette espèce de condescendance et de mépris, c'est hallucinant. C'est du mépris. Comme vous dites, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais pas, j'entends les sondages, on dit que Macron est en hausse, mais comment les gens peuvent-ils... Je ne sais pas. Enfin, vous savez que les sondages, n'oubliez jamais que les sondages ne nous vendent que des photos qui sont périmées 5 heures plus tard. Donc, faut jamais l'oublier, ça. Merci. Merci Christian. Parlons vrai sur Sud Radio. On va revenir sur le sujet de la vaccination obligatoire et on accueille Robert qui nous appelle de Marseille. Bonjour Robert. Bonjour M. Berkoff et votre invité. Au sujet des vaccinations obligatoires. Moi, il y a 3 semaines, je suis allé me faire vacciner par mon médecin traitant. Elle portait un masque, moi je portais un masque et elle était vaccinée. Bon, mais en me manipulant, elle pouvait être asymptomatique et me donner le coronavirus. Elle pouvait l'attraper au contact d'autres malades, parce qu'elle envoyait des dizaines par jour. Bon. Elle m'a fait la prise de sang, elle m'a pris la tension, m'a palpé le cœur. Donc j'étais en contact avec... et je n'étais pas vacciné à ce moment-là. Et puis j'avais autant de chances d'attraper que si elle n'avait pas été vacciné. En définitive, parce que en étant vacciné, on peut communiquer le coronavirus. Alors c'est pour ça que je vous pose la question. Si les soignants ne veulent pas se faire vacciner, mais ils ont toujours le gel, le masque. Oui, tout à fait. Les gestes barrières, ce qu'on appelle les gestes barrières, absolument. Et le test, n'oubliez pas ce qu'avait dit Martine Waller, le test, s'ils sont testés négatifs, ils peuvent exercer. Ils peuvent exercer puisqu'ils ont tous les moyens pour éviter justement de communiquer le virus. Bien sûr. Écoutez, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Ce sont les questions qui sont posées aujourd'hui, auxquelles il faudra bien répondre. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci Robert. Restez bien à l'écoute puisque nous accueillons Marie dans un instant. Mais Robert, si vous souhaitiez continuer sur votre propos, allez-y au propos de la vaccination obligatoire. Marie est là. Alors écoutez, moi je voudrais avant de revenir à la vaccination, je voudrais poser quand même une question à Guillaume Pitron à propos de l'enfer numérique et encore une fois, vraiment que je recommande ce livre, Le voyage au bout d'un like. Au fond, Guillaume Pitron, on parle beaucoup effectivement, et c'est normal, du sanitaire, etc. Au fond, et vous parliez au début, la première question que je vous ai posée, au-delà même du capitalisme, des GAFAM, etc., au fond, il y a quand même quelque chose qui s'installe au niveau de ces puissances des GAFAM, mais ça n'a rien vraiment de complotiste, qui sont plus puissantes qu'un certain nombre de nations aujourd'hui, on peut le dire. Ce pouvoir numérique aujourd'hui, il appartient à qui au fond ?
Guillaume Pitron. Je précise que le numérique, ça permet aussi la modélisation des futures pandémies. Et donc, si justement on était dans cette dualité, on peut aussi évoquer le rôle positif du numérique pour ce type de défis qui pourraient nous attendre. Pour votre question, par rapport à votre question, les GAFAM sont devenus des entreprises incroyablement puissantes et riches qui, évidemment, ont une capacité de prendre la main sur un certain nombre de pression. De pression, bien évidemment. En même temps, elles sont fragiles. En tout cas, j'ai pu le constater depuis ma lucarne, parce que la question environnementale est importante pour elles. La question pardon environnementale, écologique. Oui. Lorsque Greenpeace fait voler un ballon dirigeable au-dessus de certaines entreprises du numérique en Californie, en interpellant ces entreprises sur la propreté de leur nuage, le cloud, ça ne laisse pas des bons souvenirs. Et au sein même de ces entreprises, chez Google par exemple, il y a des pétitions d'employés qui demandent et réclament que Google, l'entreprise elle-même, soit neutre sur le plan carbone d'ici 10 ou 20 ans. Donc on voit que ces entreprises doivent réagir parce qu'elles savent que leur réputation est en jeu et qu'il faut qu'elles aillent chercher de l'électricité qui soit moins carbonée. Il faut qu'elles, pour Apple, fassent attention aussi à toutes ces plaintes qui émanent. Il y a une pression de l'intérieur. Qui sont pas réparables. Il y a une pression de l'intérieur du personnel des GAFAM, en tout cas de certaines. Exactement, et si elles veulent recruter les meilleurs éléments, les plus brillants, il faut aussi avoir un discours écologiste parce que les jeunes générations sont sensibles à ce discours. C'est vrai, à condition que ça ne reste pas qu'un discours et que ça se traduise dans les actes. Il y a énormément de greenwashing, André Berkoff. C'est le royaume du greenwashing, des faux semblants, des beaux mots, de la langue de bois. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Oui, il y a des résultats qui sont excellents. Oui, les GAFAM sont beaucoup plus verts dans leur bouquet électrique qui permet de refroidir leur data center que la moyenne mondiale. Et pour autant, il y a des grandes annonces qui ne tiennent pas une demi-seconde la durée. Je raconte juste une anecdote rapportée par un confrère journaliste qui a visité un data center et puis le data center était couvert de panneaux solaires. Alors on pensait que les panneaux solaires servaient à refroidir les serveurs. Et en fait, il dit à quoi ça sert? Et la personne qui lui a visité le data center répond écoutez, au vu de la consommation du data center qui est colossale, les panneaux solaires sur le toit, ça sert tout juste à faire fonctionner la machine à café. Intéressant. Bonne anecdote. Merci Guillaume. Et on a retrouvé Marie qui nous appelait de Saint-André de Corcy. Bonjour Marie. Vous vouliez revenir sur le sujet de la vaccination? Oui Marie, on vous écoute. Oui, alors bonjour à tous. Bonjour. Oui. Moi j'interviens juste pour rassurer ce monsieur qui est inquiet pour son enfant de 20 ans. Oui. Alors, il y a soi-disant eu une loi qui a été votée, enfin bon bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le décret de loi n'a pas été signé par le Sénat. Donc cette vaccination, pour l'instant, n'est pas obligatoire. C'est une expérimentation. Protégez vos enfants. Vous vous dites oui, c'est-à-dire que tant que le décret effectivement n'est pas voté par le Sénat, la loi ne peut pas être appliquée, c'est ça? Exactement. D'accord. Bon, écoutez, c'est une information. Voilà. On va évidemment vérifier là-dessus. Et puis surtout, encore une fois, ayez question à tout, auditeur de Sud Radio. D'ailleurs, vous l'avez, et c'est là où vraiment, c'est pas vous faire des compliments, mais très très heureux de vous entendre. Par pitié à tous, renseignez-vous. Voilà. Mais Marie, si je peux me permettre, est-ce que vous comprenez, parce que vous réagissez aux propos de Louis, est-ce que vous comprenez quand même son propos et son inquiétude? Bien sûr que je la comprends. Je suis mère et grand-mère. Alors, je peux vous dire que je la comprends. D'accord, mais est-ce que du coup vous entendez le fait que la vaccination, il a peur du fait qu'il n'y a aucune certitude aujourd'hui sur le long terme? Alors, il faut arrêter. C'est en tout cas ce qu'il dit. Alors, s'il vous plaît, il faut arrêter avec ce mot vaccination. C'est une expérimentation mondiale. C'est une injection. Il y a quand même des morts, il y a des blessés, mais il faut quand même en tenir compte. Oui, c'est vrai, Marie. Juste un mot. Attendez, je sais, parce que j'ai l'intime conviction que la vérité va sortir. Elle commence à sortir. Alors, par pitié, protégez vos enfants. Non, on est d'accord, Marie. Maintenant, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi 3 milliards de vaccinés et j'espère qu'il n'y a pas d'hécatombe, il n'y a pas pour le moment d'hécatombe et j'espère qu'il n'y en aura jamais d'ailleurs qui peut souhaiter quoi que ce soit là-dessus. Mais vous avez raison et ça on le dit tous les matins dans cette émission et ailleurs sur Sud Radio, posez les questions et renseignez-vous et documentez-vous. Ne comptez pas
sur les autres, comptez sur vous aussi. Et si vous n'avez pas le temps, parlez aux gens et écoutez-nous. Guillaume Pitron, juste une dernière question. Au fond, une question bateau, mais quand même, quand on finit votre livre, on se dit, c'est pas jouer optimiste ou pessimiste, c'est une vieille question qui peut-être date de l'homme de Cro-Magnon. Est-ce que l'homme aura toujours la maîtrise, ou à un moment donné, et ce sera sa création qui peut prendre la maîtrise? Il se trouve que je traite ce sujet. Est-ce que demain, une intelligence artificielle forte, capable d'être consciente de sa propre existence et de prendre des décisions pour le bien de l'environnement à la place des hommes qui ne se montreraient pas capables de respecter les accords de Paris, est-ce que ce type d'intelligence artificielle peut exister et demain échapper à son créateur? C'est des questions qui en fait surgissent dans le monde numérique de la part de certains gourous du numérique qui rêveraient de voir finalement l'univers numérique s'étendre, se répandre de façon à ce que demain ce type d'intelligence soit possible. Et ce serait dangereux parce que ça voudrait dire qu'en fait on ne comprendrait plus forcément ce que fait cette super intelligence. Ça voudrait dire qu'on n'aurait plus forcément la main sur ce qu'elle décide. Elle peut dire pour sauver l'environnement, il faut peut-être se débarrasser des hommes qui l'y nuisent. C'est des questions qui sont complètement théoriques mais qui sont passionnantes et j'ai essayé de rentrer dans ces discussions avec les philosophes. Risque-t-on d'aller vers un monde dans lequel la survie d'une humanité se passerait d'humanité? Je pense que c'est une question philosophique mais qui n'est pas intéressante. À quel point sommes-nous responsables finalement? Est-ce que nous nous déresponsabilisons avec le numérique et on revient à Mahatma Gandhi? Juste un mot, André Berkoff, nous sommes responsables. Et surtout, je suis responsable en commençant par garder mon téléphone portable plus longtemps. Merci. Voilà. À cela. Pas d'obsolescence programmée. Merci Guillaume. Pas d'obsolescence programmée. Merci Guillaume Pitron. Merci Guillaume. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, aux éditions Les Liens qui libèrent. Nous, mon cher André, on se retrouve demain. Nous avons 2 invités. Nous allons parler du souverainisme avec Georges Kuzmanovic. Il est président de la République souveraine et candidat à la présidentielle. Et il y aura aussi Julien Aubert, président d'Oser la France et député LR du Vaucluse. Ça, c'est demain midi. À demain.